BFM Business, BFM Crypto, le club. Et en attendant, on passe en effet au crypto. Comme chaque jour, c'est le club BFM Crypto aux alentours de 16h30 sur BFM Business. Valentin Demey, journaliste pour Cryptos, nous accompagne. Bonjour Valentin. Bonjour Guillaume. Bienvenue. Cyril Sabag aussi. Bonjour Cyril. Bonjour Guillaume. Directeur de Melanion Capital, un homme entre deux mondes. Cyril, vous avez créé un ETF crypto, des racines de la finance traditionnelle donc et les ailes des cryptos. Et vous nous direz d'ailleurs s'il faut choisir quand on est investisseur et qu'on s'intéresse aux cryptos, s'il faut choisir entre investir directement en crypto ou plutôt via la finance traditionnelle, via un ETF comme celui que vous proposez. Valentin nous dira aussi ce qu'il en pense. Oui, Valentin, il faudra vous mouiller vous aussi. Laurent Pignot nous accompagne également pour Zone Bourse. Bonjour Laurent. Oui, bonjour. Bon, pendant ce temps, on végète toujours sur les cours du Bitcoin autour des 19-20 000 $ depuis une quinzaine de jours. Est-ce qu'on peut techniquement quand même commencer à espérer un rebond ou sortir de ce range dans lequel on évolue depuis plusieurs séances ? Oui, alors effectivement, Guillaume, le Bitcoin gravite toujours depuis 15 jours dans cette zone des 19 000, 20 000 $, comme vous le disiez. On n'a pas vraiment de réels signaux haussiers, de réels rebonds techniques importants qui pourraient inverser la tendance de fond qui est baissière. Alors il faut dire que le contexte macroéconomique n'est toujours pas favorable avec ce spectre de la récession qui plane au-dessus de nos têtes. Ce qui ne favorise bien évidemment pas un retour des flux financiers dans les actifs risqués comme le Bitcoin. Et en plus, avec donc la récente publication d'un bon nombre de sociétés de l'écosystème crypto qui se retrouvent un petit peu en difficulté financière de manière inédite, et on voit même certaines sociétés qui déposent le bilan, ça exacerbe un petit peu forcément le sentiment négatif des investisseurs sur le marché à court terme. Mais si on dézoome et qu'on regarde à plus long terme, ces liquidations, ces remaniements structurels de l'écosystème ont aussi un peu pour effet d'assainir, d'épurer le marché. Ça a aussi du bon, mais sur ces sujets, vous allez sûrement en discuter plus longuement avec Valentin et Cyril. Alors techniquement, à court terme, quels sont les niveaux à surveiller ? Tout d'abord, le Bitcoin a enregistré sa pire performance mensuelle depuis 2011 sur le mois de juin, donc c'est un moins 37% sur le mois, c'est la pire performance depuis plus de 10 ans, et c'est aussi le pire trimestre qui a été enregistré depuis 2011 sur l'actif. Nous sommes donc sur des chutes historiques du Bitcoin qui s'effectuent aussi un petit peu dans le sillage des indices boursiers qui tirent la langue, dans une moindre mesure bien évidemment, mais qui cherchent aussi la moindre bonne nouvelle qui pourrait permettre de rassurer les investisseurs. Alors à court terme, c'est bien cette zone des 19 000, 20 000 $ qu'il va falloir surveiller et qui est très surveillée par les acteurs du marché, qui pourrait faire office de support encore un certain temps, puisqu'il s'agit du sommet du marché haussier de 2017, donc c'est un support qui est très, très important. Pour l'instant, le cours végète autour des 20 000 $, comme vous le disiez. Si ce niveau n'est pas défendu par les acheteurs, il y a de grandes chances que, techniquement parlant du moins, le cours plonge au niveau des 14 000 $. C'est le prochain support technique majeur sur le Bitcoin. Il s'agit du sommet du marché haussier du Bitcoin lors de l'été 2019. Pour avoir mon humble avis, avoir un retour haussier sur le Bitcoin, il va falloir dans un premier temps rattraper les 23 000 $ et surtout d'après moi, rattraper cette longue phase de consolidation qu'on a eue en mai 2021 par rapport au plus bas annuel de mai 2021. C'est les 30 000 $. Donc c'est cette zone qu'il va falloir rattraper à mon sens. Et là, nous pourrions redevenir un petit peu plus optimistes sur l'inversion de la tendance de fond. Mais nous sommes loin de ce scénario pour l'instant. Il va falloir être patient en attendant d'avoir de véritables signaux haussiers, mais aussi des catalyseurs macroéconomiques un petit peu plus favorables pour les actifs risqués comme Bitcoin. En effet, et on voit qu'on continue de privilégier les actifs refuges plutôt en ce moment, et notamment le dollar qui continue de monter face à plein de devises. L'euro est sur un nouveau plus bas de 20 ans du coup aujourd'hui face au dollar, et puis cette hausse du dollar, elle plombe les matières premières. Le cours du baril de pétrole repasse sous les 100 $ à l'instant pour le baril de Brent. On vient plutôt chercher les refuges que les actifs à risque. Ce que vous disiez sur le Bitcoin est vrai aussi pour l'Ether. On voit le cours de l'Ether lui aussi végéter en ce moment autour des 1100. On est à 1136 en ce moment pour l'Ether. Quelles sont les perspectives ? Est-ce que le chemin pour reconstruire un potentiel haussier sera aussi long pour Bitcoin d'après vous d'un point de vue technique, Laurent ? Alors comme d'habitude, l'Ether est dans la roue du Bitcoin en suivant, je dirais un petit peu les faits et gestes du maillot jaune du marché des cryptos, le Bitcoin. Finalement, l'Ether végète lui aussi autour de cette zone, comme vous disiez, des 1100 $, 1100 $, sans donner là aussi un réel coup d'accélérateur, un coup de pédale pour s'extirper de ce support psychologique des 1000 $. En attendant, là aussi, des catalyseurs haussiers.
Il évolue toujours en dessous de son sommet du marché haussier de 2017 lorsque l'Ether culminait à ce moment-là au niveau des 1400 $. Alors techniquement, le prochain support majeur, il se retrouve au niveau des 800 $, si le prix psychologique des 1000 $ venait à lâcher, comme je le disais. Et pour redonner un signal franc, il va falloir déjà, dans un premier temps, que ces 1000 $ soient défendus, bien évidemment, et surtout refranchir le sommet, le col des 1400 $ avec volume et avec force pour l'Ether, ce qui dépendra évidemment des agissements du Bitcoin. Bon, et quand on regarde un peu plus largement cet univers crypto, on rappelle, il y en a énormément des cryptos, beaucoup de shitcoins comme on dit, puis quelques-unes, évidemment bien sûr aussi qu'on suit de plus près, plus régulièrement, parce que les usages technologiques, les promesses technologiques qui accompagnent ces cryptos peuvent constituer quand même des centres d'intérêt forts, des centres d'intérêt intéressants évidemment, mais surtout forts. Quelles sont celles parmi ces autres cryptos au-delà du Bitcoin et de l'Ether qui, d'après vous, d'un point de vue technique, offrent un potentiel technique peut-être un peu plus intéressant pour la suite, celles sur lesquelles on doit surveiller les seuils du moment parce que ces seuils envoient des signaux spécifiques? Bon, alors vous en doutez, c'est pas facile dans ce contexte un petit peu compliqué pour les cryptos. Il y a peu de cryptos qui, on va dire, jouent les baroudeurs pour s'échapper de cette tendance que prend le marché. Mais tout de même, on a une crypto-monnaie qui est sur une zone intéressante. C'est le DOT de Polkadot qui se retrouve sur une zone de support au niveau des 6,97 $. C'est un niveau intéressant puisqu'il représente le sommet, un sommet du cours du DOT en août-septembre 2020. Donc cette zone pourrait effectivement faire office de support si le Bitcoin décide de ne pas aller chasser les acheteurs un petit peu plus bas, ce qui entraînerait forcément le DOT et tout le marché avec lui. Merci Laurent de nous avoir accompagné, Laurent Pignot pour Zone Bourse. Dans un instant, Cyril Savac se mouillera, on parlera de cet ETF crypto que vous proposez, dont on regardera les performances, ça ne doit pas être brillant. Enfin, vous nous expliquerez tout ça en détail, vraiment on va se mettre dans le bain. Juste avant, l'actualité du moment, c'est Valentin Demey pour Cryptos qui nous accompagne. L'Italie, Valentin, crée un fonds de 45 millions d'euros pour les projets blockchain, intelligence artificielle et d'Internet des objets. L'Italie accélère donc. L'Italie accélère. Ce mouvement de fond dont on en parlait à l'instant, justement, de savoir est-ce qu'il y a des signaux intéressants malgré la baisse des marchés. Oui, il y en a. C'est là où les pays, ou certains en tout cas dynamiques, se repositionnent. On a l'Italie, qui d'ailleurs était dans le sondage de la BCE, on en avait parlé sur ce plateau. Environ 10% des Européens détiennent des crypto-monnaies. L'Italie faisait justement partie des sondés, donc c'est un pays qui est assez favorable, en tout cas par ses citoyens, à la crypto-monnaie, et assez ouvert. Et donc on a un mouvement de fonds qui est impulsé par un gouvernement de mettre en place ce fonds de 45 millions d'euros sur 3 thématiques qui sont des thématiques d'avenir, et la blockchain en fait partie. Et le gouvernement nous dit donc qu'à partir du 21 septembre 2022, les entreprises et les centres de recherche publics ou privés pourront solliciter les subventions pour mener à bien des projets de recherche et d'innovation technologique. C'est pas les seuls à se positionner là-dessus. En tant que pays, c'est un gros pays qui se positionne, mais en France, on a aussi certaines pépites comme Ledger, avec KT Capital. Ledger, notre fleuron français qui fait ces fameuses clés de sécurité pour mettre ses crypto-monnaies. Là, c'est Hardware Wallet, qui a un fonds de 100 millions d'euros, lui, pour investir dans le Web3. Donc on est sur une somme plus importante et vraiment qui est un catalyseur du Web3. Là, c'est quand même 45 millions, mais sur des thématiques, on l'a vu, qui sont un peu plus globales. La grosse différence, c'est quand même que c'est un pays qui l'impulse et on peut imaginer que ça puisse déborder sur des frontières ou d'autres pays à proximité de l'Italie dans les prochaines années. On l'espère en tout cas. Un fonds de 45 millions d'euros donc dédié à ces thématiques blockchain, intelligence artificielle ou encore Internet des objets. Et pendant ce temps, on continue dans l'écosystème crypto d'essayer de se rassurer face à certains de ces dominos qui sont tombés ces dernières semaines. Celsius qui a beaucoup souffert, qui a fait monter la température, c'est le cas de le dire, dans tout l'écosystème, mais qui tente désormais de rassurer et qui peut-être y parvient peu à peu, Valentin ? Je ne sais pas s'ils y parviennent. En tout cas, ils essayent de ne pas faire ce domino sur domino qui pourrait faire tomber une grande partie de la finance décentralisée. On en avait parlé il y a quelques semaines, j'avais moins le sourire parce qu'il y avait cette grosse inquiétude du fameux prix de liquidation global d'une énorme position dans la finance décentralisée qui aurait pu entraîner à la baisse un certain nombre de cours des crypto-monnaies. Et cette position, elle a été en grande majorité détenue par Celsius, cette entreprise qui a empêché les retraits de ses utilisateurs, qui était une plateforme où on pouvait générer des revenus en déposant ses crypto-monnaies ou faire des lignes de crédit à partir de ces crypto-monnaies
qui était une entreprise donc centralisée, mais qui avait des ramifications dans la finance décentralisée. Ils avaient ce prix de liquidation sur l'Ether, ils avaient aussi un prix de liquidation sur Bitcoin, parce que par définition, leur collatéral n'était pas assez important par rapport à leur position engagée. C'était sur MakerDAO, cette fameuse plateforme qui permet de créer le stablecoin DAI et donc de faire tout un tas de choses avec. Donc il faut mettre une position surcollatéralisée de 150% pour pouvoir créer ce fameux stablecoin et les placer ou faire tout un tas d'autres manipulations. Le prix de liquidation, il a progressivement été approché par la baisse des crypto-monnaies. Ils ont là aussi progressivement essayé, à travers différentes manipulations, de rapporter du collatéral pour baisser ce prix de liquidation. À travers différentes stratégies, on va dire. Parce que je dis manipulation, ça va tout de suite être mal pris. Non, c'est pas de la manipulation, non. Ils ont les essayé mauvais de trouver, esprits nous écoutent aussi, attention. Ils ont essayé de trouver différentes crypto-monnaies, différentes stratégies pour avoir de l'argent, eux qui étaient déjà en difficulté, pour remonter, pour baisser leur prix de liquidation. Prix de liquidation qui est aujourd'hui à $4 967 par Bitcoin. Donc le Bitcoin est aujourd'hui à $20 000 environ. Donc il y a largement le temps de voir venir. Mais en faisant ce geste, effectivement, ils rassurent un petit peu l'écosystème parce que leur position de plusieurs dizaines ou proche de centaines de millions d'euros à l'époque en tout cas, aurait pu précipiter certains cours de la crypto-monnaie Bitcoin et Ether à la baisse et faire une liquidation en cascade qu'on connaît traditionnellement. Mais comme on ne peut pas suspendre les séances, ça aurait pu faire un peu mal. Ça aurait pu en effet faire mal. En tout cas, Celsius essaie de refroidir un peu les choses et on va dire tente d'y parvenir. On ne sait pas, on va voir quelle sera la fin de l'histoire. Pour l'instant, bien malin celui qui peut anticiper les choses. Est-ce que les banques centrales suivent tout ça de près? On imagine que oui, les régulateurs aussi. Les banques centrales qui, elles, parlent toujours de monnaie numérique, qui parlent beaucoup, mais dont on a le sentiment qu'elles agissent peu. On aura ce soir les minutes d'ailleurs de la Réserve fédérale américaine, le compte-rendu de la dernière réunion de la Fed. Dans cette dernière réunion, de ce qu'on en sait pour l'instant, on verra si les minutes changent la vision qu'on peut en avoir. Dans cette dernière réunion, on a vu peu d'avancées concernant cette monnaie de banque centrale, cette monnaie numérique à venir de la Fed. Ça avance lentement aux États-Unis? J'ai l'impression qu'effectivement, ils n'ont pas trop envie d'avancer. Il y a quand même le monde qui se divise en trois parties. Il y a la Chine qui a déjà largement lancé son yuan numérique. Là, les derniers chiffres qu'on a, c'est sur la fin d'année 2021. Les transactions numériques en yuan chinois donc, se sont élevées à 12,45 milliards d'euros. Donc c'est pas exceptionnel, mais c'est quand même une certaine activité pour un lancement qui était assez récent au moment de se relever donc, à la fin de l'année 2021. On a l'Europe, l'Union européenne par la voie de la BCE qui nous dit 2025, peut-être 2027, on ne sait pas trop, on va regarder. On légifère, on régule, on va voir justement un peu tout à l'heure avec Cyril où est-ce qu'on en est sur les stablecoins. Et on a les États-Unis qui se sont toujours essayés d'être dans la course sans se positionner parce qu'ils ont déjà l'avantage de ce que pourrait offrir une monnaie numérique de banque centrale, c'est-à-dire l'hégémonie de sa monnaie. Pourquoi prendre le risque, a priori, de changer une équipe qui gagne, de rajouter de la programmabilité, de rajouter donc une monnaie numérique de banque centrale, digitaliser, numériser sa monnaie, alors que ça marche déjà assez bien pour eux. Donc effectivement, là, il y a eu un panel il y a quelques semaines qui, je cite, n'a pas exprimé de menaces matérielles pour les rôles internationaux du dollar découlant des actifs numériques à court terme. Donc la Fed ne voit pas d'intérêt à se positionner là-dessus. Ça peut être un pari risqué de dire qu'ils n'en ont pas besoin parce que ces monnaies, encore une fois, qui se digitalisent, se numérise, ça peut être un avantage conséquent pour d'autres puissances qui pourraient prendre la part du gâteau du dollar aujourd'hui en circulation dans le monde et qui pourraient justement mettre de la programmabilité dans leur monnaie, mettre tout un tas de choses que aujourd'hui la monnaie scripturale ou le dollar papier ne permet pas. Donc il y a un double enjeu, surtout qu'il y a quelques mois, on en avait là aussi Guillaume parlé sur ce plateau, certains sénateurs américains ont commencé à demander au gouvernement de faire attention parce que le yuan numérique chinois commence à arriver sur les applications comme l'App Store à travers des applications qui sont accessibles aux États-Unis. Oui. Et effectivement, ça pourrait être un outil de surveillance supplémentaire d'une puissance étrangère. Donc, c'est un pari risqué de dire qu'il n'y en a pas besoin. C'est entendable qu'aujourd'hui, c'est dangereux de s'y positionner peut-être alors que ça marche bien. Mais effectivement, suis curieux de voir peut-être si ce soir la minute de la Fed change un petit peu la donne. A priori, ça sera, s'ils en parlent dans la même dynamique, de voir à quel moment ils pourront commencer à s'inquiéter de MNBC en Europe ou en Chine,
qui les menacerait pour une fois. MNBC, une monnaie numérique de banque centrale. On va suivre tout ça, bien évidemment. Cyril, vous êtes toujours là, Cyril Sabag, la finance traditionnelle qui tente de capter le potentiel des cryptos. Vous avez créé, vous proposez un ETF crypto. Donc, vous dites aux gens qui croient aux cryptos, plutôt qu'investir directement, investissez via la finance traditionnelle. C'est un peu ça l'idée de proposer un ETF crypto. Oui, c'est aussi finalement, aujourd'hui, la seule façon d'investir dans la thématique Bitcoin via, on va dire, une enveloppe traditionnelle classique, comme un compte titre, une assurance vie ou un plan épargne retraite. Aujourd'hui, les cryptos directs ne sont pas investissables dans ces enveloppes. Donc, l'ETF qu'on a créé, effectivement, comme je l'avais dit, ne contient pas de crypto. Il est investi sur des actions de l'écosystème crypto. Et on les sélectionne et on les pondère en fonction de la sensibilité, de leur sensibilité par rapport au Bitcoin. Donc on essaye de, voilà, on a tourné autour de la problématique, mais pour offrir un produit, comme j'ai dit, éligible aux enveloppes traditionnelles. Alors dans un instant, vous nous direz l'un et l'autre, et Valentin aussi, s'il vaut mieux investir en crypto directement ou plutôt via des produits peut-être aujourd'hui plus régulés, comme par exemple les ETF. On va faire une étude de cas, profiter de votre passage sur le plateau de BFM Business pour voir comment se comporte face aux difficultés actuelles des cryptos un ETF comme le vôtre, un ETF UCITS, donc on est dans la crème de la crème des ETF, vous avez été pionnier, premier ETF mondial UCITS. Tout à fait, sur cette thématique, et UCITS, tout à fait. Exactement, et c'est un ETF français en plus, Cocorico. Vous venez nous voir régulièrement, Cyril, comment est-ce qu'il s'est comporté votre ETF depuis un mois, depuis votre dernier passage? Alors, depuis le dernier passage, bon, comme vous le savez, et comme ça a pu être dit juste avant, les cryptos ont souffert, et le Bitcoin en particulier. Le Bitcoin a perdu environ 35% depuis mon dernier passage. Notre ETF s'est mieux comporté. Voilà, et même pour vous donner une news, même hier, on a fait 10% alors que le Bitcoin a fait 0. Donc on se situe entre 5 à 10% de mieux que cette performance sur le mois du Bitcoin. Donc oui, on a souffert. Voilà, entre guillemets, la chance, c'est de pouvoir investir effectivement sur la thématique, donc via des actions. Donc on peut bénéficier aussi de moteurs actions à l'intérieur de cet ETF. C'est à la fois finalement la possibilité de parier sur le BTC, enfin le Bitcoin, mais aussi d'avoir une composante valeur technologique. Donc, et aussi, mine de rien, de parier sur les futurs champions de demain. De même que dans les années 2000, on pouvait parier sur les futurs champions d'Internet. Les acteurs, les valeurs qu'on peut trouver dans notre ETF sont les champions de demain de l'écosystème crypto. Oui, et c'est pour vous, à vos yeux, l'intérêt d'investir dans les cryptos via des actions, via des entreprises spécialisées dans ce domaine, c'est qu'on a certes la tendance des cryptos dans l'ETF, évidemment, puisqu'il est supposé pricer le potentiel des cryptos, mais en panachant les performances grâce à toutes ces entreprises qui composent l'ETF. Oui, absolument, c'est le vrai intérêt. On me pose souvent la question, on me dit mais pourquoi juste le Bitcoin et les autres cryptos? Je dirais qu'intrinsèquement, l'ensemble des valeurs de notre univers sont sur toutes les cryptos, puisqu'elles sont dans l'écosystème au sens très large du terme. Oui. Bon, on peut illustrer les choses d'ailleurs à travers certaines entreprises qui composent votre ETF pour nous le présenter encore un peu plus concrètement, et des entreprises qui peut-être à vos yeux présentent un potentiel particulièrement attractif. Je vais vous parler de deux sociétés assez intéressantes de notre univers d'investissement. Alors une première société qui s'appelle Stronghold, qui est une société de minage américaine et qui a la particularité en fait d'avoir des fermes de minage qui sont alimentées électriquement via le traitement de déchets de charbon. Alors, ça peut paraître assez incroyable, mais du coup c'est une énergie alternative. Et étant classée comme telle, la société bénéficie de subventions et du coup a un coût de production de ces bitcoins extrêmement compétitif, qui peut être même inférieur de moitié par rapport aux autres mineurs. Voilà. Typiquement, c'est une société qu'on peut retrouver dans notre univers. Stronghold, qui est coté donc sur le marché. Absolument, sur le Nasdaq. Sur le marché américain. Première idée. Il y a combien de valeurs d'ailleurs dans l'ETF que Il y en a vous proposez? 30. Une trentaine, d'accord. Stronghold, que vous mettez en avant aujourd'hui. Une deuxième? Une deuxième, un peu plus connue, qui s'appelle Bakkt. Alors elle est connue parce qu'elle est très liée à la bourse ICE. C'est une société de services américaine aussi, autour des cryptos, et qui s'adresse à la fois aux entreprises traditionnelles et aux institutionnelles. Pour les entreprises traditionnelles, elle propose tout ce qui est carte de fidélité, récompenses, système de paiement autour des cryptos.
Et aux institutionnels, elles proposent des services de custody, donc de conservation. Et voilà. Et globalement, elles peuvent aussi proposer des services sur les dérivés, voilà, des options et des futurs via la bourse ICE. Bakkt Holdings. BA2KT pour ceux qui seraient éventuellement intéressés, en rappelant qu'il s'agit vraiment de diversification de portefeuille boursier, on est bien d'accord, et cet ETF que vous proposez. Est-ce qu'il faut choisir, Valentin, quand on croit dans le potentiel des cryptos, voilà, je suis investisseur, j'écoute BFM Business aujourd'hui, je dois aller plutôt directement investir dans les cryptos, ou plutôt le faire via les marchés financiers traditionnels et donc des ETF. Il y a le vôtre, bien sûr, Cyril, il y en a quelques autres. Qu'est-ce que vous préconisez, Valentin? J'y aurais donc pas échappé de mouiller ma chemise aussi. On va tous sortir trempés de cette émission. Ouais, c'est ça prend des risques. Je pense que c'est effectivement deux choses totalement différentes. C'est-à-dire que on s'adresse ici d'une manière astucieuse et en plus avec un aspect technologique supplémentaire à une partie de la population qui n'a pas la possibilité de le faire directement en Bitcoin. Je pense que c'est l'une des premières réponses. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a une grande envie en ce moment des CGP, des conseillers en gestion de patrimoine ou autres, de s'exposer à ces marchés. La régulation ne le permet pas aujourd'hui. Comment peut-on le faire? Notamment à travers des ETF. Ça ne veut pas dire que si demain la régulation et fait différemment les choses, on abandonnerait ce genre d'initiative parce qu'il y a une visée technologique. Par contre, à titre individuel, les plateformes nous le montrent aujourd'hui d'une autre manière. C'est mieux de posséder directement ces crypto-monnaies. Et je vais même aller un peu plus loin. C'est carrément la vision objectif de Satoshi Nakamoto et de tous les gens qui ont inventé ces crypto-monnaies, de reprendre le contrôle sur ces clés privées et donc sur la monnaie. Donc, c'est deux publics différents. C'est une astuce de fonctionner par un ETF. C'est d'autant plus intéressant parce qu'il y a un superflu, enfin un étage supplémentaire sur la technologie. Et puis ça incarne un petit peu aussi les métiers qui sont derrière, desquels parfois on pense qu'il n'y en a pas, et sur lesquels on peut désormais parier. Oui, et des frais. Investir en crypto, alors, il y a aussi la question des frais. J'investis en crypto via une plateforme spécialisée crypto, j'investis en crypto via des ETF. En termes de frais, c'est kiff-kiff, Cyril. Est-ce qu'il y a un avantage compétitif de l'ETF en termes de frais face aux plateformes ou c'est plutôt l'inverse? L'ETF de manière générale, est un outil qui est faible en termes de frais. Enfin, on a ce qu'on appelle des management fees de 0,75% par an, qui sont relativement faibles et en dessous de ce qu'on peut trouver sur les cryptos. Mais à côté de ça, et comme le dit Valentin, c'est que le public qu'on vise est un public différent, avec des attentes qui sont différentes. Et typiquement, le fait que ce soit éligible dans des enveloppes fiscales intéressantes, voilà, permet aussi des choses que les cryptos classiques ne permettent pas. Donc voilà, il faut ménager tous les... Oui, et vous avez un pied dans ces deux univers, c'est ça qui est intéressant, à la fois dans cette finance traditionnelle, puisque vous proposez des ETF, mais des ETF crypto, donc des racines dans la finance tradi et des ailes dans l'univers des cryptos. Vous êtes mi-homme, mi-robot, Cyril. Et on voit d'ailleurs que malgré la chute des cryptos, la finance traditionnelle continue de s'intéresser à l'univers crypto. Les passerelles continuent, Cyril, de se multiplier aujourd'hui. Absolument. Et pour rebondir sur ce que vous disiez, on voit des ponts, effectivement, des ponts de finance traditionnelle vers les cryptos et de crypto vers la finance traditionnelle. Donc je peux donner quelques exemples, et deux banques quand même relativement connues. Donc si je parle de JP Morgan, par exemple, il y a eu un vrai revirement de situation et d'avis sur les cryptos, puisqu'il y a un an, le PDG disait que les cryptos n'avaient pas de valeur intrinsèque, alors qu'aujourd'hui, ils ont un programme pilote pour développer le settlement, donc le règlement livraison de collatéraux via la blockchain, de l'appliquer à la finance traditionnelle chez JP Morgan, donc un pont avec la finance décentralisée. Il y a un mois et demi, un de leurs stratégistes dit que leur nouvel actif alternatif préféré, ce sont les cryptos devant l'immobilier. Donc ça, on va dire JP Morgan, banque quand même relativement connue, et Goldman Sachs qui serait en pourparlers avec FTX pour proposer des produits dérivés à leurs clients. Donc là, c'est vraiment le pont finance traditionnelle vers crypto. Mais à côté de ça, on a aussi des ponts de la crypto vers la finance traditionnelle. FTX encore, le usual suspect, qui du coup également va vers le monde financier traditionnel en proposant sa plateforme à coût zéro de trading sur des actifs classiques. L'idée étant de proposer une plateforme unifiée allant des actions aux cryptos en passant par les NFT. Donc voilà, il y a même des rumeurs qui disent que FTX, qui a déjà une participation dans Robinhood, la plateforme bien connue américaine,
serait potentiellement en passe de racheter cette plateforme. Donc Bon. voilà, donc des ponts Oui. très intéressants. Et les plus puristes des adeptes des cryptos diront que le verre est du coup en train d'entrer dans le fruit, Valentin. Je vais deuxième fois mouiller ma chemise, Guillaume, décidément. Non, mais encore une fois, l'inverse c'est aussi possible dans la finance décentralisée qui est en train de prendre des parts dans des actifs centralisés. Il y avait ou des positions dans la finance centralisée ou traditionnelle. Il y avait il y a quelques semaines MakerDAO, la première plateforme dont je parlais tout à l'heure de la finance décentralisée qui permet de créer son stablecoin, le DAI, donc qui suit le prix du dollar. D'ailleurs, en ce moment même, il y a toute la sphère crypto qui se taquine parce que forcément, avec Celsius qui ferme ou qui empêche les retraits et qui proposait des taux d'intérêt et toute la peur qui s'installe sur le marché des cryptos, finalement, le meilleur trade depuis le début de l'année, c'était d'avoir du dollar. Et c'est une bonne chose parce que finalement, avec le peu de stablecoin euro qu'on a dans cet écosystème, on pouvait qu'avoir du dollar. Et c'est pas prêt, a priori, de se corriger. Donc ceux qui avaient investi dans les stablecoins dollars, bingo là en ce moment. Ah là, ils ont plus de 20% effectivement par rapport, ou presque par rapport à rattrape un tout petit peu les pertes de Bitcoin. Mais effectivement, sur ces protocoles-là, ils commencent à faire des propositions et les organisations autonomes décentralisées, donc les communautés, vont voter pour justement que cet argent qui ne rapporte plus grand-chose en ce moment ou très peu sur le marché de la finance décentralisée aille se déverser dans la finance centralisée. Donc on va voir qui est la pomme et qui est le verre. C'est notre humanoïde. Valentin Demey. Merci beaucoup Valentin. Merci Guillaume. Journaliste pour Cryptos. Merci Cyril d'être passé nous voir aussi. Mi-homme, mi-robot, directeur de Mélanion Capital. Merci d'être passé nous voir et on se retrouve donc dans quelques semaines à la rentrée pour le suivi des performances de votre ETF. Très très intéressant. Laurent Pignot aussi avec nous tout à l'heure. Il était en direct au téléphone depuis ses bureaux de Zone Bourse. Bon retour à tous les trois. Le CAC 40. Dans une demi-heure va clôturer. On est toujours en hausse un peu plus de 2%. On va revenir sur cette séance folle. L'euro sur un nouveau plus bas de 20 ans face au dollar et le pétrole sous les $100 pour le baril de Brent. On se retrouve dans moins de 2 minutes. À tout de suite.